Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. MSC Trading, c'est plus pour moins. Et le plan épargne BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de l'intérêt, merci de votre fidélité à cette rubrique. Plusieurs groupes d'invités ce matin, mais on va commencer par la musique. D'abord, pour le premier groupe, on accueille ce matin Madame Milena Sandler-Widmayer, directrice générale de la Fondation haïtienne de jazz, à l'occasion du Pop Jazz. Elle est directrice générale de la Fondation. Joël Widmayer est également invité sur le plateau. Il est président de la Fondation et directeur artistique de Pop Jazz. Dans un deuxième temps, on aura donc à accueillir Madame Cassandre Méhu et Madame Ginette Perraudin-Mathurin, qui sont donc des responsables du consortium RACODECO ayant remporté le concours études et supervision de la reconstruction du Palais National. Alors c'est RACODECO et Adjaye. Donc elles seront avec nous en deuxième position. Et enfin, Madame Arielle Levesque de la BUH sera donc avec nous. Elle est directrice exécutive de marketing de la Banque de l'Union haïtienne. Et sans tarder, on accueille notre premier groupe d'invités, Joël ou encore Madame Milena Sandler et Joël Widmayer. Bonjour et bienvenue. Bonjour Wendell, merci de nous accueillir sur ton plateau ce matin. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Joël Widmayer, bonjour, bienvenue. Très heureux d'être là comme d'habitude, chaque année. Chaque année, oui, c'est une routine, c'est une pratique, c'est une habitude. Un rendez-vous. Un rendez-vous, oui, et ça fait toujours plaisir. D'abord, le rendez-vous, ça tient. Chaque année, j'imagine que vous aviez le cœur qui battait la chamade avec les événements qu'on a eus. Vous posez certaines questions à savoir est-ce que le festival va avoir lieu cette année. Bien sûr. Et enfin, les conditions sont réunies, le festival va avoir lieu. C'est avec quel sentiment vous annoncez la tenue du festival du 18 au 25, la 14e édition? Mais c'est avec beaucoup de bonheur, quoi. C'est vrai que ça a été très très difficile à mettre en place, plus difficile que jamais. Mais voilà, on est heureux, on est en pleine anticipation. C'est dans 2 jours, quoi, dans 3 jours. Dans 3 jours. Tous les groupes invités ont déjà signé, ont déjà accordé leur, ont déjà promis, je dirais, d'être là. Eh bien, oui. C'est vrai qu'il y a eu quand même des changements de dernière minute. Il y a des groupes qui ne sont pas là. Il n'y en a pas beaucoup par rapport à la programmation annoncée. Mais on a dû beaucoup s'adapter. Joël Widmayer, vous êtes là et je rappelle que vous êtes président de la Fondation et directeur artistique du Pop Jazz. En termes d'innovation, on doit s'attendre à quoi cette année? L'innovation cette année, il y a pas mal de créations. Wendell. Oui. Pas mal de créations et de collaborations cette année, entre les musiciens, entre les groupes étrangers et les Haïtiens. C'est la première fois qu'on fait ça et on en a vraiment pas mal et ça va être super, ça va être bien. Je pense qu'il y a des groupes comme Regional Polica, que tout le monde connaît, qui va faire un projet qui s'appelle Encuentro, avec des musiciens cubains et des musiciens haïtiens. Et ils vont se produire à l'Université Quisqueya. Ensuite, il y a Mouchi Widmayer et Mike Delfero, qui vont faire un duo de piano, duo de keyboard. Il y a Haïti-Israël, c'est un batteur israélien qui s'appelle Yogev Chitrit, qui était déjà venu l'année dernière, qu'on a beaucoup aimé, qui va jouer avec le groupe SMS Créole. Il vient tout seul, il fait une collaboration, je joue avec SMS Créole. Il y a le projet que la Fondation a monté, c'est le Gospel Jazz. Il s'appelle Gospel Jazz, Haïti Gospel Jazz. C'est sous la direction de Gérald Kébro, avec 2 chanteuses de jazz, 2 chanteuses de gospel, Willy Adel de Nerville et Taliana Lindor, très connues dans le milieu du gospel. Et ils vont faire une sorte de mix de jazz et de gospel. Évidemment, le gospel, le jazz est issu un peu du gospel, quelque part. Et aussi, il y a Rachel Thérien, une trompettiste canadienne qui vient toute seule et va être accompagnée par des musiciens ici aussi. Beaucoup de collaboration. C'est ça. Au total, on aura combien de groupes On a une 40aine de concerts. Une 40aine de concerts. Oui. Et 24 groupes à peu près. 24 groupes. Oui.
Que ça soit, s'il y a une parité entre les groupes haïtiens et les groupes étrangers, on a à peu près la même quantité. Est-ce que vous prévoyez encore des after hours cette année? Comme toujours, chaque soir, on sera dans un restaurant de Pétionville, quartier latin, Café 36. J'allais vous demander de partager avec nous les noms des sites d'accueil, je dirais. Voilà, donc quartier latin, Café 36, La Réserve et Vivano. Et l'ouverture et la clôture est le dimanche du festival, donc les scènes payantes seront au Caribé. Donc après-demain, on sera sur la scène Heineken du Caribé. Le dimanche, la scène Air Caraïbes du Caribé. Et le dernier dimanche, le dernier samedi, le 25, on sera avec Wingaz, qui est un nouveau partenaire du festival. Au Caribé également. Toute la semaine, on sera à l'université Quisqueya. Donc du lundi au vendredi. On ne sera pas Place Boyer cette année. Pourquoi? Pour des questions de sécurité, je dirais. C'est un peu moins simple de... Il y a quelques semaines, il y a peut-être le mois dernier, c'était difficile d'envisager un truc au Place Boyer, qui se passe toujours très bien, on n'a jamais eu de problème. Donc est-ce que ça veut dire qu'on a pris au dépourvu ou pas? Non, parce qu'on justement, on s'adapte. On est capable de s'adapter à tout ce qui se passe. Ouais. Donc, comme on a dû décider de cette programmation il y a déjà quelques semaines, finaliser la programmation, on s'est dit qu'on n'allait pas prendre ce risque-là. Et puis, on est évidemment, bien sûr, aussi à l'Institut français, de soir, et à Focal. Focal aussi, pour les ateliers. À Focal, les ateliers chaque matin, il y a 2 ateliers chaque matin, et aussi la scène de découverte qui se passe à Focal. 14e édition, c'est déjà j'espère que vous n'allez pas dire que j'ai osé, c'est presque une tradition, les gens s'habituent, ça s'installe déjà dans les... Moi j'espère, oui, l'habitude des Haïtiens, les mélomanes de bonne musique, parce qu'il n'y a pas que du jazz, il y a de la bonne musique aussi. Est-ce que la tendance vers le jazz est on ne peut plus grandissante aujourd'hui? Oui, absolument. Ici en Haïti, oui. Non, en Haïti. Puisque avant, parler à un Haïtien de jazz, écoutez, c'est comme lui dire quelque chose qui vient d'une autre planète. Donc maintenant, la tendance est différente aujourd'hui. Après 14 ans, on a réussi à créer vraiment une scène de jazz que les gens ont envie de découvrir, et surtout des musiciens. On a de plus en plus de bons musiciens de jazz. Jazz. Absolument. Wow. Et beaucoup de gens manifestent leur intérêt de venir participer. Comment ça se passe pour y aller? Est-ce qu'on achète les tickets pour les spectacles payants ou bien comment ça se passe? Eh bien, on est donc à 80% gratuit, mais les scènes payantes, c'est donc le Caribé. Les billets sont à $35. On a 3 concerts pour $35 d'artistes de renom. Et les billets sont en vente au Caribé, à Gamebox et aux 2 librairies La Pléiade. On peut aussi acheter un pass et aussi sur lacaïti.com. On peut acheter un pass pour les 3 billets, les 3 scènes, à $95, qui fait qu'on gagne $15. Est-ce que le Pape Jazz a bénéficié d'un quelconque soutien de l'État ou du privé cette année? Bien sûr, c'est placé sur le haut patronage du ministère de la Culture et avec l'appui du ministère du Tourisme, comme chaque année. Et de la BRH, comme chaque année. Et on a bien sûr des sponsors privés qui ont répondu présent. Il y en a de nouveaux, il y en a qui étaient déjà là, comme Heineken, Air Caraïbes. Et cette année, donc, on a d'autres sponsors. On a Wingaz, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est intéressé au côté Pape Jazz Vert, parce qu'on a donc on est le premier festival éco-responsable, d'où les petites bouteilles que j'ai amenées là. On essaye d'éradiquer les bouteilles en plastique. Donc, on va donner aux musiciens des bouteilles et aux musiciens et aux journalistes. Tu dois venir chercher la tienne. Donc, c'est biodégradable? Non, c'est-à-dire que plus de bouteilles en plastique, on les remplit d'eau. Et elles sont réutilisables. Vous avez une centaine, vous avez des milliers, non, à distribuer? On en a quelques-unes. Et ça, c'est pour le staff. Et ça, c'est JP Charo qui nous a aidés là-dessus. Ça, c'est le staff, tu vois. On peut les accrocher. Et donc, tous les techniciens... Voilà. Okay. Et donc, on aura des fontaines d'eau et on va remplir les bouteilles. De l'eau potable? Oui, bien sûr, de l'eau potable. À quel niveau l'international est impliqué dans l'organisation cette année?
Alors, on a beaucoup d'ambassades qui sont présentes. L'Allemagne, enfin, je veux dire, avec un groupe de musique. On a l'Allemagne, le Canada, qui est le pays à l'honneur cette année, très bien représenté avec Rainy Lee, la chanteuse de jazz qui revient. Et également, on a d'autres artistes canadiens qui viennent, comme Rachel Terrien. Ouais. Darren Taylor Watson, c'est une chanteuse de blues que j'ai eu la chance de voir au Québec, et elle est vraiment extraordinaire. Elle est super chanteuse, donc elle va clôturer le festival. Donc on met 3 artistes canadiens quand même au festival. Voilà, les États-Unis, et la Suisse et Taïwan. Ça, c'est les ambassades qui viennent avec un groupe de musique. Sinon, WBI, donc la Belgique est là. La France accueille, comme toujours, le festival à l'Institut français, et accueille aussi nos sessions de répétition, donc très présentes. Qu'est-ce qu'on a encore comme la Grande-Bretagne qui participe au Pape Jazz Vert. Et voilà, je crois que c'est tout ce qu'on a comme ambassade qui participe cette année, un petit peu moins que d'habitude, parce qu'avec le Pays LOC, il y en a certaines qui ont dû donc faire un peu marche arrière. Mais permettez que je revienne sur le nombre de délégations étrangères attendues. Vous avez dit combien? Délégations étrangères, on en a 1, 2, 3, 4, 5. 5. Bon, ça va faciliter un peu de circulation d'argent en Haïti. Alors, le festival en général. En fait, oui, pour le festival, c'est quand même une entrée au niveau des chambres d'hôtel, des restaurants, de la logistique transport. C'est une injection quand même non... Un apport quand même au pays. Oui. En général, à ces spectacles-là, quand on répond présent, on danse? Non. Bon, on peut se mettre debout et bouger. À mon avis, quand je dis... non, on veut dire, quand on va écouter un groupe comme... Non, c'est pas danser à deux, Joël. Non, je sais, danser à deux. Oui, mais on se lève beaucoup. Don Tyler Watson, à mon avis, les gens vont se lever. On va au concert de Billy, au concert de James Jam, au concert de Eddie François. Avec Guinée, donc... Je crois qu'il y a... Le jazz peut être aussi une musique... Joyeuse. C'est pas seulement musique intellectuelle, forcément, c'est une musique très joyeuse. Et catégorie de personnes que vous observez dans ces festivals, dans ces spectacles-là? Il y a toutes sortes de monde. Ou jeunes grand monde, ou jeunes petit monde, ou jeunes jeunes monde. Oui. Toutes sortes de gens, c'est un festival même. Il y a beaucoup d'enfants. Il y a beaucoup d'enfants. On a d'enfants. même prévu faire un petit clin des enfants cette année, on va voir si on peut avec le faire. Les Clowns sans frontières, oui. Oh, ok. Oui, mais c'est un espace de cohésion sociale extraordinaire. On a tout le monde se rassemble, tout le monde se retrouve quelque part au festival. Parce qu'il y a de la musique aussi pour tout le monde au festival. Il y a du jazz très haut niveau, il y a du jazz un peu plus facile, il y a de la musique haïtienne. La musique haïtienne est représentée. Pas de compas. Non, je pense que le compas est suffisamment représenté. Cette année, on n'a pas de compas. L'année dernière, on a fait un clin de compas avec les légendes. Projet avec les légendes du compas, Yves Célestin, Dado Pasquette. On a fait un truc à Place Boyer qui s'est passé très bien. Ok, pas de compas, pas de zouk, jazz. Non, mais non, comme on te dit, Eddie François Boucanguinin, c'est pas du jazz. Et James Joyce ne fait pas forcément du jazz. Mais tout ça, c'est mélangé un peu plus jazzy où ils font leur musique, quoi. Il n'y a pas que du jazz. Alors dites-moi, Milena et Joël, côté sécurité, est-ce que la police a répondu? Je devine, j'imagine que vous avez sollicité une certaine présence policière. Oui, absolument. On a, comme chaque année, la présence de la PNH et de Polytour, qui est sur toutes nos scènes. Partout, ils vont en fait être très présents. On a un vrai partenariat avec la police. On a bien sûr une compagnie de sécurité qui est là aussi, comme chaque année. On fait très attention parce que c'est le plus que possible, quoi. Le plus que possible, on prend la sécurité très au sérieux. Dites-moi pourquoi on disait avant le Festival international de jazz. Et j'ai comme l'impression aujourd'hui vous tenez beaucoup plus à ce qu'on dise Pape Jazz. Pape Jazz. Parce que c'est plus facile à retenir. Le Festival international de jazz de Port-au-Prince, c'est très long. Pape Jazz, ça se dit dans toutes les langues. C'est facile à retenir, c'est catchy. Oui. Donc, oui. Cool.
Ok. Et toujours pas de projet pour la province? Si, on sera à Jacmel. On sera avec, à Jacmel. Absolument, avec l'artiste suisse-cubaine, Gillian Canizares, qui revient au festival, qui est venue il y a 2 ans, ou il y a 3 ans. Gillian revient, et c'était important pour l'ambassade de Suisse qu'elle soit à Jacmel, chez toi. Oui, oui. Donc à l'Alliance française de Jacmel, dimanche, le dimanche 19. Et encore une autre collaboration, une collaboration qui va se faire avec Gillian Canizares et Paul Beaubrun, qui est un guitariste, le fils de Lolo, guitariste assez connu, qui monte ces jours-ci, qui a son propre projet à lui. Et ils vont faire une collaboration. Au fait, son projet à elle a été inspirée par Haïti. Elle revient avec un projet qui s'appelle Ezili. Donc, inspiré par la musique haïtienne, avec Paul Beaubrun, ils vont faire quelque chose. Elle va présenter son projet Ezili au festival. Votre souhait, c'est une large participation du public pour la réussite du festival ou pas? En général, on fait un événement, c'est ce qu'on cherche à avoir, mais là, plus que jamais, on a non seulement besoin que le public nous montre à quel point il est content qu'on ait fait pu faire cette édition, parce que on n'a jamais remis en question. On aurait adapté d'une manière ou d'une autre. Mais... Voilà, mais pour nous, on faisait quand même ce festival, même s'il venait après le 13 janvier, même si tout ça, on s'est dit, nous, on garde notre date. Comment on s'adapte facilement, vous, organisateurs? Même si c'est pas facile, mais quand même, on s'adapte. Oui. S'il y a un désistement de la part d'un artiste, on s'arrange de manière à le remplacer. Absolument. Côté sécurité, incendie, est-ce que vous avez prévu quelque chose? Absolument. On a vraiment des normes de sécurité qui sont... Pinson, elle s'assure là? Gaël? C'est pas de la publicité. Hein. Mais c'est important. Pourquoi pas? C'est important pour nos partenaires aussi de savoir qu'on prend ça à cœur, notamment USAID, avec qui on a un projet de faire l'acquisition d'équipements de son avec l'ambassade de Suisse. On a notre équipement qui est arrivé il y a 3 jours. Il y a 3 jours. Donc toutes les haut-parleurs, etc., sont arrivés il y a 3 jours. Et donc avec des partenaires comme ceux-là, c'est important d'avoir mis en place toute une logistique au niveau de la sécurité. Et donc on fait... aussi bête que tout le monde qui est sur le site, les gens qui travaillent sont obligés d'avoir des tennis, comme on dit ici, des chaussures. Des chaussures fermées, ils auront des earplugs, tu sais, à cause du son. Ça va être tellement fort ou pas? Non, mais de toute façon, c'est plus fort que la musique que tu mets chez toi. Et puis comme on est exposé, tout le monde est exposé avec cette musique-là sur plusieurs heures, donc c'est normal de prendre des précautions à ce sujet. C'est pas comme le carnaval, on va pas faire aussi fort que le carnaval, il n'y a rien à voir, mais quand même, après 3 heures de temps, qu'on est exposé au son assez fort, ça peut endommager les oreilles. Ce sera du 18 au 25. 18 au 25. Pour la 14e édition, où est-ce qu'on va inaugurer le festival? On sera donc à la scène Heineken samedi au Caribé Hotel. L'ouverture va être faite par le ministre de la Culture, Jean-Michel Lapin. La clôture par le ministre du Tourisme, Monsieur Edmond Bochit. Donc voilà, on sera là samedi. On attend le public en nombre. Voilà. Et ce sera de la bonne musique. De la très bonne musique. On aura Didi Bridgewater, Rainy Lee et Gillian Canizares dont je parlais tout à l'heure. Merci Milena, merci Joël, bonne chance. Et je dirais mieux, succès continu, non? Merci beaucoup à toi. Et merci à Métropole. Voilà. Merci Wendell. Merci Joël. Voilà, madame, monsieur, pour la première partie de la rubrique Le Point, Milena Sandler-Widmayer et Joël Widmayer de la Fondation Haïti Jazz. Restez branchés, ne quittez pas. Dans un instant, on aura donc à accueillir madame Cassandre Méhu et Ginette Pérodin-Mathurin qui vont nous parler du consortium Racodeco Adjaye et ont remporté le concours pour la supervision et les études portant sur la reconstruction du Palais National détruit, comme vous le savez. C'était donc le 12 janvier 2010. On vous revient tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. MSC Trading, c'est plus pour moins. Et la BNC. Le plan épargne BNC, une assurance pour votre famille et vos employés.
Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Nos deux invités du deuxième groupe, évidemment, sont madame Cassandre Méhu et madame Ginette Pérodin-Mathurin du consortium Racodeco Adjaye pour les études et la supervision de la construction du Palais National. Par où ou par qui je commence? Commencer avec Génie. Madame Mathurin, bonjour et bienvenue. Bonjour Wendell, bonjour à tous les auditeurs, auditrices et de télévision de Radio Métropole. Je suis très content de vous voir aujourd'hui. Eh bien oui, ça fait très longtemps, oui. Et Wendell, et c'est un plaisir. C'est toujours un plaisir pour moi de venir à Radio Métropole pour faire une émission quelconque. Et aujourd'hui, c'est particulier parce que je veux présenter l'architecte Cassandre Méhu, qui est le PDG de Racodeco et qui a su monter un consortium, un team formidable pour gagner le pari de la reconstruction du Palais National. Vous avez dit le pari de la reconstruction du palais. Oui. Les gens vont croire que c'est ce consortium qui va construire, qui va reconstruire. Non, parce que, vous savez, en ingénierie, avant la construction, il faut le plan architectural. Alors, cette équipe, Racodeco et Adjaye et associés, cette équipe-là, elle a gagné le concours pour monter le plan architectural, le plan technique d'exécution du projet. Une fois que ces plans-là seront achevés, alors on passera à la deuxième étape, qui est un appel d'offres pour la construction du Palais National. Merci, madame Mathurin. Madame Méhu, Cassandre Méhu, bonjour et bienvenue à la rubrique Le Point. Merci de nous recevoir, Wendell. Je profite de cette occasion pour saluer les auditeurs et les auditrices de Radio Télémétropole. C'est votre première participation à cette émission. Et là, les gens se posent certaines questions, à savoir qui est cette dame, d'où vient-elle, pourquoi c'est elle qui a eu un consortium qui remporte le concours. Dites-nous, qui êtes-vous, madame? Excusez-moi si vous trouvez la question un petit peu... Qui êtes-vous? Pas du tout, pas du tout. Je pense que c'est normal parce que nous vivons dans un espace démocratique. Les gens doivent savoir qui je suis puisque je ne suis pas toujours au petit mot des affaires, toujours caché derrière l'entreprise Racodeco. Vous n'êtes pas trop public? Non, pas du tout. Et c'est un choix? Oui, c'est un choix stratégique puisque le professionnel doit être sur les chantiers et dans son bureau en train de réfléchir et d'agir. Alors, madame est qui? Alors, j'aurais aimé moi-même avoir l'honneur de présenter l'architecte Cassandre Méhu. L'architecte Cassandre Méhu... Excusez-moi, elle aura la possibilité de présenter Adjaye. Absolument. Ok, on y va. Et moi, je la présente. Allez-y. Merci, Wendell, de me faire cet honneur. Merci. Et l'architecte Cassandre Méhu a étudié en Haïti. Elle a fait ses études primaires et secondaires chez les Sœurs de la Charité de Saint-Louis. Puis, après le bac, elle a été à l'université Quisqueya, où elle a étudié l'architecture. Et elle a eu une licence, et avec la licence, un cum laude. Tout de suite après, elle a été en République dominicaine pour faire sa maîtrise à l'UNFO. Et pendant la période de 92, où l'international était focusé sur l'île d'Haïti et la Caraïbe en général, pour les 500 ans de la découverte, comme il disait, il y avait un programme de l'OMEX Afrique, Europe, Amérique, en République dominicaine, et elle a participé à ceci. Et elle est revenue en Haïti. Elle a passé ses 20 années d'expérience, d'abord à l'ISPAN en tant que stagiaire, ensuite au ministère du Tourisme, et avec Paul-Émile Simon,
un grand urbaniste bien connu, et plus tard, elle aura à faire équipe avec Paul-Émile Simon en 2010, lorsqu'il y a eu le tremblement de terre, où ils ont essayé de beaucoup travailler et de faire des propositions à l'État haïtien pour un programme d'urbanisation, un programme d'urbanisation du pays, et ceci n'avait pas marché. Donc, elle a ouvert Racodeco, qui a trouvé de temps en temps de petits projets, mais jamais de grands projets, parce que nous savons, depuis 2010, depuis le séisme, les sociétés de construction haïtiennes ne sont pas à l'honneur. C'est plutôt les grandes sociétés étrangères qui ont trouvé, qui ont eu l'opportunité de travailler, qui ont remporté les appels d'offres. On peut le comprendre, parce qu'il fallait un retour d'ascenseur. OK, parce qu'ils sont venus nous aider en masse. Et nous savons que c'est toujours comme ça. Quand quelqu'un vous aide, il faut un retour d'ascenseur. C'est à quel moment Mme Méhu a jugé opportun de mettre sur pied le consortium? Et elle a mis le consortium Paul-Émile Simon Racodeco et Paul-Émile Simon depuis 2001. Depuis 2001. Oui, depuis 2001. Et en 2010, ils ont travaillé ensemble, d'accord, pour proposer quelque chose, un programme d'urbanisme, un développement urbain, puisque toute la ville de Port-au-Prince était détruite. Donc c'était l'opportunité de revoir, de voir l'urbanisme de Port-au-Prince. Mais ça n'avait pas marché. Et alors, elle a continué avec Racodeco. Entre-temps, et Paul-Émile Simon est mort, donc elle a continué et seule. Et voilà, et elle a aussi, pendant cette même période, travaillé avec la chaîne du bonheur, OK, où elle avait fait une évaluation itérative et sur un programme de 80 millions de dollars, d'accord, et où elle a eu à dire à ces techniciens étrangers que il ne faut pas considérer la maison haïtienne comme une boîte à vivre. Et c'est là qu'ils ont compris qu'il ne fallait pas, avec l'idée de l'architecture étrangère, de venir implanter l'architecture étrangère ici, parce que dans l'architecture haïtienne, il faut regarder la culture haïtienne. D'accord? Donc, ils avaient compris ça. Et voilà. Et Cassandre Méhu, en 2016, au milieu de 2016, est venue me dire, Ginette, il va y avoir un concours pour le palais. Je veux me jeter dans la mêlée. Est-ce que tu veux être avec moi? Et sans réfléchir, puisque c'est notre fille spirituelle, à Daniel et à moi. Elle est toute petite, elle est venue à nous parce qu'elle nous écoutait à la radio et à la télévision. Et elle nous entendait parler de culture, elle nous entendait parler de richesse du pays, de richesse matérielle et immatérielle du pays. Et elle nous a dit tout de go, docteur Mathurin, madame Mathurin, je suis venu à vous pour apprendre. Et c'est à ce moment-là... Elle est notre fille spirituelle. OK. Donc, j'ai immédiatement, je l'ai appuyée dans ce projet et voilà, nous avons remporté la victoire, puisque nous avons gagné ce concours. Très bien. Maintenant, Racodeco, en fait, c'est un consortium Racodeco Adjaye, n'est-ce pas? Oui, c'est correct, c'est correct. Ce fameux monsieur Adjaye, il est qui, lui? Adjaye. J'ai appris qu'il serait africain, non? Ah, absolument. Il est un frère africain. Je dois d'abord remercier Ginou, qui a su me camper comme ça. Ça m'a donné la chair de poule, justement, Ginette. Merci. Maintenant, j'ai l'honneur de parler de qui est David Adjaye. David Adjaye, c'est un grand architecte. C'est un architecte contemporain, c'est un Africain qui est considéré comme les 10 meilleurs architectes du monde. C'est un homme qui habite le monde, qui travaille à travers le monde. C'est lui qui est l'architecte du musée des Noirs américains sur Obama.
Et depuis, il travaille sur des grands projets, mais surtout avec une approche culturelle et une approche sociale de justice spatiale. C'est un homme qui travaille sur le monde entier. J'ai eu l'occasion dans des biennales d'architecture de rencontrer M. Adjaye et également qui m'a été référé par des mentors. Et lorsque j'ai demandé à M. Adjaye, je lui ai dit que j'allais dans un concours d'architecture avec ma firme Racodeco. Et lorsqu'il a su que j'étais une Haïtienne, il m'a dit absolument. Pour Haïti, je suis prête à tout faire. Et c'est dans ce cadre-là qu'il a décidé de faire ce consortium avec nous. Et on est parti depuis presque 3 ans sur ce projet, tantôt aux États-Unis, tantôt à Londres, tantôt en Haïti. Alors, pendant que je parle d'Adjaye, il faut dire qu'en même temps, j'ai su m'accompagner d'une équipe nationale et d'une équipe internationale, puisque en même temps que je parle d'Adjaye, j'ai aussi d'autres partenaires. Le consortium n'est pas seulement haïtien, le consortium est international. C'est un consortium, c'est la firme Racodeco, qui est une firme haïtienne qui a remporté le travail, le concours d'architecture. Mais à l'intérieur de ce consortium, j'ai fait appel à un architecte international. Donc, le concours a été gagné par la firme Racodeco, puisque la firme Racodeco existe depuis près de 20 ans en Haïti. Et à l'intérieur, moi, en tant que PDG et architecte de monuments, j'ai fait appel à Adjaye. J'ai mis de côté mon ego d'architecte et pour lui demander de devenir l'architecte principal à l'intérieur de ma structure. Et à ce moment, nous sommes partis en partenariat avec la firme Adjaye. Très bien. Arrêtons-nous un petit peu sur le travail. En quoi consiste le travail de supervision c'est pas votre firme, encore moins le consortium qui aura à construire le palais. Non, absolument pas. Il faut que tout le monde sache qu'il y a 2 travails différents. 2 étapes différentes. Nous allons d'abord faire une étude architecturale et un avant-projet sommaire qui sera corrigé et qui va devenir un avant-projet définitif. Mais vous avez quand même... Dans cet avant-projet définitif, nous allons établir avec toutes les étapes de professionnels qu'il faut un projet. Et c'est ce projet-là qu'on va lancer, que l'État haïtien, le maître d'ouvrage, va lancer un appel à proposition pour la construction. Il y aura justement... Mais vous avez soumis quand même quelque chose. Nous avons soumis une étude et avec des coûts, puisque c'est l'architecte qui définit justement les coûts de construction. Donc cette firme va rester dans cette fourchette et on va justement faire des appels à proposition. On va permettre au public de Métropole, aux téléspectateurs de Métropole de regarder avec moi ce que vous avez proposé comme projet. Comme projet, et c'est grâce à ce projet-là que vous avez remporté le concours, n'est-ce pas? Absolument. On va le regarder. Merci.
Voilà, vous devez être fiers, vous, du consortium. Mais, en effet. Serez-vous en mesure de me parler des autres propositions, des autres projets? Vous les avez regardés? Absolument, Wendell. Vous n'avez pas été effrayé par les autres? Ah oui, absolument. Absolument, parce qu'on a eu 3 grands concurrents des architectes vraiment de renom et qui ont fait un travail extraordinaire. Il faut dire que les architectes se sont inspirés du Palais de Bossan et ils ont donné un travail impeccable. Au niveau de la conception architecturale, vraiment, il faut mettre un chapeau à ces architectes et haïtiens. Et pourquoi on n'a pas retenu leur projet? Alors, je m'en vais vous dire une chose. Je pense que notre projet a gagné ce palme juste parce que, à cause de la vision macro que nous avons su mettre pour pouvoir intégrer l'urbain dans notre projet. Parce que, de côté, moi, en tant qu'architecte de monument, il est extrêmement important pour nous, dans notre groupe, de mettre en valeur notre culture, notre identité et notre symbolisme. Parce que l'architecture haïtienne, à travers le Palais de Bossan, nous représente. Donc, il fallait le dire, et il fallait le dire clairement. Donc, c'est pour cette raison que nous avons décidé de le mettre sur le socle de notre culture. Avec cette forme que vous avez vue, d'ellipse, nous avons remonté et mis toute l'architecture en valeur. Donc, et la façade principale et la façade sud. Et maintenant, l'acte le plus important que David a su faire, c'est l'intégration urbaine en créant un axe de composition. Et cet axe prend en compte le centre historique. Très bien. Mais dites-nous, on sait que le Palais national a été détruit par incendie, par explosion, par tremblement de terre à plusieurs reprises déjà. Et dans la conception du projet, quelle garantie vous donnez que le palais, ou bien la construction du palais, pourra résister à une magnitude de 7 points, machin? Si d'aventure la Terre arrive à trembler quand même, il y aura encore tremblement de terre. Mais qu'est-ce que vous avez donné comme garantie dans les études, dans la conception du plan, que cette construction-là pourra résister à une forte magnitude? Avant de laisser parler Ginette, je vais vous dire que nous avons à l'intérieur de notre consortium la firme d'André Duprat et la firme d'Adjaï qui ont les meilleurs professionnels en ce qui a trait au parasismique. Ce sont des gens qui construisent des aéroports, ils construisent des palais, ils construisent les plus grands bâtiments de génie civil à travers le monde. Et là, ils nous ont donné la garantie, avec un tremblement de 9, que ce palais sera le dernier bâtiment à être touché et à être touché d'une manière ou d'une autre. Donc, cette affaire de voir son palais être le premier bâtiment à tomber, et ça ne fait pas de sens. Non, ça ne fait pas de sens. Cette émotion-là, elle sera préservée. Très bien, très bien. Bon, comme m'espérer qu'avant, si beaucoup ont le tremblement de terre, dans 50 ans, dans 100 ans, bon, m'espérer que je ne vais pas laisser ça pour moi. 100 ans, donc il n'y a pas moyen. Non. Que moi, j'étais là toujours après 100 ans, n'est-ce pas? Moi, je ne pense pas que le tremblement de terre attendra 100 ans. Parce que nous sommes dans une période là, actuellement, très, très, très fragile sur la Caraïbe. Donc, les recherches se sont poursuivies apparemment, même après le départ de Daniel. C'est sûr, je continue les recherches. Je ne peux pas ne pas continuer les recherches. J'ai une fondation au nom du docteur qui suit la ligne du docteur. Je ne vais pas rentrer dans ce domaine, Wendell. Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui,
c'est Cassandre Mehu et Rako Deko qui est à l'honneur, pas moi. C'est votre maison. Métropole est chez vous. Vous êtes chez vous à Métropole. Voilà. J'aurai le temps de venir m'asseoir avec toi pour discuter, pour parler amplement de la fondation, de ses œuvres, d'accord, et tout ça. Alors, ce que je veux te ramener à la construction du palais. En fait, et comme Cassandre l'a dit, nous avons les meilleurs techniciens au monde avec nous pour faire cette étude-là. D'accord? Et la construction sera totalement en béton armé. D'accord? Donc, nous donnons la garantie à l'État haïtien que ce palais existera 100, pour ne pas dire 200 ans. Est-ce que le palais sera reconstruit à l'apparence, je dirais, de la même manière qu'avant? Le palais sera construit, d'abord, il faut le dire, à l'identique, mais cependant, le palais sera moderne. Tout l'intérieur du palais sera dans les termes modernes, avec, au niveau des finitions modernes. Cependant, au niveau de la fonction, il faut dire qu'à l'intérieur de notre programme d'architecture, le palais sera un palais présidentiel, puisque nous avons décidé de mettre d'un côté un bâtiment administratif et de l'autre un côté un bâtiment résidentiel. Donc nous avons séparé les fonctions à l'intérieur du palais, puisqu'on a vu que le palais, à l'intérieur de ce palais de Georges Bossan, qui a fait tout ce temps, il y avait trop de fonctions. Donc nous avons séparé. Donc ce sera un palais, non seulement musée, mais ce sera un palais fonctionnel avec la fonction du pouvoir présidentiel. La politique, ce sera la maison du pouvoir, la maison du peuple sera restituée. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'il faut surtout dire que... Le bâtiment sera majestueux, imposant, à l'image de l'État. Tout blanc, imposant. Mais ce n'est pas l'État qui s'est effondré là, ce n'est pas l'État dont les institutions... Non, mais c'est cet État qu'il faut réinstituer, puisque notre projet propose la renaissance de cet État. C'est de ça justement que nous voulons parler, puisque au centre de notre projet, dans l'axe même, on a su créer un nouvel espace, et c'est là qu'on a imposé cette pyramide. C'était pour honorer nos morts, c'est un mémorial qui est fait pour honorer non seulement les 300 000 morts, mais plus encore pour honorer les Indiens, pour honorer les Africains et tous ceux qui sont morts en Haïti. C'est un nouvel espace de débat que l'architecte principal a su créer, et à travers toutes les informations que nous lui avons données. Et là, ça fait la renaissance d'Haïti. Alors on va finir pour accueillir l'autre invité qui nous attend. Mais avant, vous savez, en général, au moment où le point se déroule, il y a une certaine interaction entre des auditeurs, pas tous, entre le public et moi. Très certainement, vous le savez très bien, en tant qu'haïtienne et haïtien, vous savez que vous n'êtes point à l'abri des critiques, des reproches, des improvisations, de quoi que ce soit, et des rumeurs notamment. Et alors, il y a une auditrice qui m'a demandé de partager, de soumettre à vous cette question. Quid de la rumeur que Adjaye a été choisi depuis 2017? Toute la communauté architecturale en est lésée et frustrée. Là, vraiment, c'est dommage, puisque nous avons su mener une bataille. La firme Rako Deko, étant une firme qui veut faire autrement, a trouvé qu'après la mort de Paul-Émile Simon, et que je travaillais correctement avec lui, on a chiadé Paul-Émile. C'est un grand architecte urbaniste, et on n'arrivait même pas à mettre la main sur un projet. Et c'est à ce moment-là que moi, j'ai su, à travers nos meilleurs contacts, mettre cette stratégie pour venir. Parce que ce qui arrive, c'est que ce n'est pas chaque jour qu'un architecte peut construire un palais. Mais Adjaye construit beaucoup de palais, heureusement. Il fait de grandes choses à travers le monde. Il faut dire que nous avons su bien nous entourer. Parce que ce que nous avons fait dans l'équipe haïtienne, nous avons eu des historiens, des géographes, des rechercheurs, des sociologues, des anthropologues. Nous avons su mener une bataille de terrain pendant 3 ans, et nous avons dit à Adjaye, voilà les informations qu'il faut. Et étant donné que vous avez l'expérience des palais, et nous allons travailler ensemble sur quelque chose. Là, et parler d'Adjaye, c'est parler d'un homme intègre,
C'est un homme qui a été anobli Simple et humble. Et c'est un homme qui cherche à s'ouvrir, comme nous-mêmes au niveau de la RACODECO, pour travailler avec tout un chacun. Parce que c'est quand même frustrant pour des gens qui pensaient quand même qu'ils avaient déjà le palais en main. Parce que nous avons dû nous battre, et moi, spécialement en tant que femme qui travaille depuis longtemps. Et vous vous êtes battue. On s'est battu et on a remporté avec toute notre équipe haïtienne. Bon, évidemment, vous devez pouvoir répondre à la question. Peut-être, je dirais, pas comme je l'aurais moi-même souhaité, je présume, mais j'avance quand même, je fonce. Allez-y, je fonce. Oui. Peut-on mettre un prix sur la construction du palais? Non, pas encore. Pas encore, les budgets sont là. Mais approximativement, ça devrait coûter. On parle de 60 millions de dollars pour le bâtiment. Donc, nous sommes restés dans les 50 millions que du CLBP et le groupe de travail sur la reconstruction du Palais national nous avait fourni. Donc, nous sommes restés encore plus bas pour la reconstruction de ce palais. Et là, nous attendons de voir avec eux directement comment nous allons rentrer dans cette discussion technique au niveau des coûts. Les Haïtiens verront ce palais reconstruit dans combien d'années? Si on a supposé qu'on commence cette année. Autrement dit, on met à combien d'années? Wendell, le palais de Boussan a été construit sur 13 années. Sur 13 années. Et il n'y avait pas autant de mouvance que maintenant. Là, on ne peut pas dire. Si les Haïtiens veulent voir rapidement la reconstruction du palais, il faut cesser les mouvances politiques qui ne nous mènent à rien. Il faut que les Haïtiens s'entendent entre eux, que les politiciens s'entendent entre eux pour que le palais soit une réalité dans 4, 5 ans ou 6 ans. D'accord? C'est le temps. Non, mais c'est clair qu'en ce qui a trait à notre étude architecturale, si tout est fait, dans les 6 prochains mois, déjà, on pourra venir avec un avant-projet. Et ça, c'est clair. Et nous espérons que, justement, qu'il y ait une paix pour que nous puissions travailler et offrir déjà dans les 2 à 3 ans un palais qui soit vraiment digne aux Haïtiens 2 ans et commencer avec tout ça. C'est sûr que, puisque c'est un projet urbain par la suite, parce qu'il y a quand même une cité administrative et tout, mais pour le palais déjà, c'est possible. Pour les études, on peut parler des études. De l'avant-projet déjà pour l'avant-projet solaire pour 6 mois. Ouais. Ça ne va pas dépendre de nous. Non, on n'est pas dans l'exécution. Cassandra et Ginette, j'étais très heureux de vous entendre ce matin, mesdames. Merci. Un plaisir, mais je voudrais bien ajouter quelque chose. Alors, je profite de ce micro pour ouvrir à tous les autres professionnels, nos collègues, nos concurrents, pour leur dire que nous sommes à leur disposition et que le projet, c'est un projet national. Je dis souvent que la reconstruction du Palais national doit être la reconstruction de nos villes, de nos cités, d'Haïti et même de l'humain. C'est dans ce sens-là que nous voulons nous ouvrir notre bureau pour collaborer avec plus d'un qui a des réflexions à faire, et au niveau intellectuel et au niveau technique, et on verra avec toute la filière de la construction aussi en Haïti et ailleurs, pour pouvoir bien donner les résultats qu'il faut et reprendre la reconstruction. Parce que je dis une chose, avec la firme RACODECO, vous avez une Haïtienne, c'est la reconstruction qui se fait avec les Haïtiens d'abord, et qui est suivie accompagnée par des étrangers. Mais la réflexion, elle est d'abord haïtienne. Tout à fait. Merci Madame Cassandre Méhu, merci Madame Ginette Pérodin-Mathurin. À une prochaine. Merci Wendell. Voilà, Madame, Monsieur, pour la deuxième partie de la rubrique Le Point de Métropole. Dans un instant, la directrice exécutive de marketing de la BUH, Madame Arielle Lévesque, sera avec nous sur le plateau. Je rappelle que vous pouvez aussi regarder le point à travers notre page Facebook Métropole Haïti et en différé sur notre chaîne YouTube Métropole Télé. Et puis cette émission est retransmise aux États-Unis par Radio Mondiale, c'est dans le West Palm Beach, et aussi Easy FM dans le Spring Valley. Voilà, à tout de suite après la pause.
Le point est une courtoisie de MSC Trading. MSC Trading, c'est plus pour moins. Et la BNC. Le plan épargne BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Bienvenue, madame, monsieur, à la troisième partie de la rubrique Le Point. C'est le moment d'accueillir la directrice exécutive de marketing de la BUH, la Banque de l'Union haïtienne, madame Ariel Lévesque. Bonjour Wendell, merci de me recevoir. Bienvenue. Et je dis bonjour à tous les téléspectateurs de Le Point ce matin. Oui, et là vous êtes avec nous pour partager la nouvelle. La nouvelle de l'année. La nouvelle de l'année. Alors pour la BUH ou pour la clientèle? La nouvelle de l'année pour la clientèle. Ouais, pour la clientèle. Alors, de quoi s'agit-il? Carte de crédit et de carte prépayée. OK. OK, donc je suis là avec vous ce matin, c'est pour vous présenter une nouvelle fonctionnalité que nous avons mis à la disposition de tous nos clients sur notre site et de banque en ligne, online banking, ce qu'on appelle en Haïti online banking, oui, qui s'appelle BUH Connect. Et BUH Connect. Connect, OK. Qui est disponible aussi sur notre application BUH Connect, qui peut être téléchargée de Google Play Store ou bien de l'App Store. Donc le client a aussi la possibilité de vérifier à partir de son téléphone d'une application mobile. C'est un ajout au service qui existait avant ou pas? En fait, c'est quelque chose qu'on offre de plus à nos clients pour faciliter l'accès aux comptes et aux transactions en ligne. Et c'est gratuit, disponible gratuitement. OK. Maintenant, quelle est la différence? Voilà, ce que je suis venue présenter ce matin, c'est une fonctionnalité qui s'appelle Contrôle et Alerte, qui est disponible pour toutes les cartes BUH Mastercard. Donc, carte de crédit, carte prépayée, les clients auront cette option. Maintenant, je vais vous expliquer ce que c'est, parce que c'est extrêmement intéressant. On appelle ça la télécommande de la BUH Mastercard, ou bien le remote control de la carte. OK? Pourquoi? C'est parce que... Ma carte est à l'étranger, par exemple. On vous donne accès à créer des limites sur votre carte. Je vais vous donner plusieurs exemples pour vous présenter. Le premier exemple, c'est que si vous avez oublié votre PIN, assez souvent, le client on lui remet sa carte, le PIN est généré par la compagnie de carte de crédit, par la banque, et quelques années après, le client oublie son PIN. OK? Et puis vous arrivez dans un ATM, vous avez besoin de tirer de l'argent, on vous demande le PIN. Oui, je n'ai pas mon PIN. Eh bien, avec BUH Connect, il suffit de se connecter, aller dans Contrôle et Alerte, dans la gestion des cartes, et demander le PIN. Le PIN vous est envoyé à la seconde sur votre messagerie intégrée de BUH Connect. Donc, vous demandez le PIN, vous allez dans votre messagerie, vous avez reçu un message avec votre PIN. Quelqu'un d'autre ne peut pas le faire à votre place? Quelqu'un d'autre ne peut pas le faire parce que c'est sécurisé. Vous avez un mot de passe pour accéder à BUH Connect, à votre compte. C'est sécurisé. Donc, c'est vous seulement qui êtes capable de le faire. OK. Ça, c'est la demande de PIN. Admettons que vous allez à un restaurant et que vous oubliez votre carte au restaurant. Ça arrive parfois. Et vous ne voulez pas qu'on l'utilise, que la carte soit piratée, etc. Encore, vous montez sur BUH Connect, allez dans Contrôle et Alerte, et vous pouvez désactiver la carte temporairement en attendant d'aller la chercher. Si elle est volée, elle est perdue, en attendant d'en avoir une autre. Comme ça, c'est... Donc vous avez le pouvoir d'annuler la carte, vous-même? Oui, la désactiver. De la désactiver, mais pas l'annuler? Vous pouvez l'annuler si elle est perdue ou volée. Vous pouvez reporter une carte perdue ou volée aussi à partir de cette fonctionnalité. À supposer que c'est par oubli qu'on l'a déposé quelque part. Vous désactivez temporairement et une fois que vous retrouvez la carte, vous pouvez la réactiver. Okay. Donc, en fait, vous n'avez même plus besoin d'aller à la banque pour plusieurs choses. Quand vous voyagez, là maintenant, avec une carte haïtienne, il faut appeler la banque. Je pars, je vais dans tel pays, je serai absent de telle date à telle date. N'est-ce pas? Et bien maintenant, avec Contrôle et Alerte, sur BUH Connect, c'est possible d'aller et d'autoriser un pays vous-même. Vous autorisez le pays. Sans passer par la banque. Sans passer par la banque. Un téléphone ou accès à l'Internet, c'est tout ce qu'il vous faut. OK? Et vous autorisez le pays, disons que vous allez en France, passez 2 semaines. Avant votre voyage, vous autorisez la France, vous arrivez. Vous pouvez utiliser votre carte et quand vous laissez la France, vous désautorisez la France. Et puis après, vous rentrez chez vous, la vie continue comme avant. Voilà. Et puis, bon, ce sont des mesures de sécurité aussi pour vous et clients. Vous avez dit alerte.
Parce que de la même façon que vous pouvez, par exemple, je vais vous donner une dernière des fonctionnalités des contrôles et vous allez comprendre pour les alertes. Les contrôles vous permettent de définir des limites de dépenses, enfin des seuils de dépenses. OK? Admettons que vous avez une carte de crédit et que vous donnez une extension à votre fils. D'accord? C'est déjà le cas, oui. C'est déjà le cas. Est-ce que c'est une BUH? Pas encore. Ah, il va falloir. J'attends qu'on me l'envoie. Je vais m'occuper de ça. Donc, vous avez votre fille, il a une extension de votre carte de crédit et vous voulez quand même avoir un certain contrôle sur les dépenses qu'il effectue. Pour ne pas prendre comme là dans le club avec lui. Pour ne pas prendre là dans le club avec lui, puis vous voyez monter, c'est pas lui, la vie, etc. Donc, je peux contrôler ça à distance. Vous pouvez contrôler ça à distance et vous pouvez vous-même, à partir de cette fonctionnalité, définir la limite. Disons que vous ne voulez pas qu'il dépense plus que 2000 gouttes à la fois. Vous allez pouvoir définir ce seuil de dépenses. Et dans les alertes, maintenant, vous pouvez définir un autre seuil de dépenses. Et à chaque fois que ça va dépasser, vous allez recevoir une alerte. Donc, si votre enfant, vous aviez dit, par exemple, 2000 gouttes pour le contrôle, l'alerte, vous aviez défini une alerte pour 2000 gouttes, et qu'il passe 2500 gouttes, vous allez recevoir un email pour vous dire que votre fils a passé la carte pour 2500 gouttes. Donc, en fait, c'est vraiment une sécurité. C'est un moyen de prévenir le piratage ou bien de réagir beaucoup plus rapidement. Vous comprenez? Donc, vous venez de lancer cette fonctionnalité? Oui, on l'a lancé en décembre. Et c'est déjà fiable? Déjà fiable, vérifié, déjà fonctionnel. Et oui, moi, je l'ai testé déjà. À plusieurs reprises? À plusieurs reprises, même avant le lancement. Pas d'erreur, rien du tout? Pas d'erreur, pas d'erreur. OK. Maintenant, cette information-là est dédiée à la clientèle de la BUH, non? Elle est dédiée à la clientèle de la BUH, mais considérant tout l'aspect sécurité qui vient avec et le contrôle qui est remis aux clients, je pense que les gens qui n'ont pas encore de BUH ont tout autant intérêt à aller en avoir une. Et surtout, je dois préciser ça aussi, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, la BUH Mastercard n'a pas augmenté ses taux. Oui, la BUH n'a pas augmenté ses taux d'intérêt, vous voulez dire. La BUH Mastercard Mais il y a n'a de fortes pas critiques. augmenté Il y a de ses fortes taux critiques. d'intérêt. Il y a de fortes critiques ces jours-ci sur les taux d'intérêt exigés par les banques commerciales de la place. Il y a eu Il y a eu certaines augmentations, mais je tiens à préciser que la BUH Mastercard n'a pas changé ses taux d'intérêt. OK? Et ceci, je dois dire que vraiment... Oui, mais peut-être vous n'avez pas changé parce que c'était déjà élevé, non? Non, on n'était pas élevé, mais maintenant, on est les moins élevés. On est les moins élevés. Oui, on est les moins élevés. Je dois dire pourquoi aussi. Vous savez, les auditeurs et téléspectateurs attendent que je vous pose la question. La question que vous devinez, hein, que vous imaginez. Quelle question? C'est quel taux? Bon, ça dépend du produit parce qu'on a différents types de cartes de crédit. On a la carte classique, on a la carte Gold, on a la carte Platinum et on a la carte Corporate, OK, qui sont tous qui répondent à différents paramètres. Donc, chaque carte a son taux. La nouvelle fonctionnalité dont on parlait concerne à la fois les cartes de crédit et de débit? Les cartes de crédit et les cartes prépayées ou prepaid. On les appelle prépayées ou prepaid. Donc, et oui, toutes les cartes BUH Mastercard ont accès à cette fonctionnalité. Il suffit simplement d'avoir accès à BUH Connect. Et évidemment, je sais que vous êtes venu pour parler de cette nouvelle fonctionnalité, ce produit que vous lancez actuellement sur le marché. Mais je m'en voudrais de vous laisser partir sans attirer votre attention sur les critiques, sur les critiques que l'on fait normalement aux banques. On estime que les cartes, justement, représentent une source de ruine pour la classe, pour les éléments de la classe moyenne. Ben Wendell, comme je vous ai dit tout à l'heure, nous sommes les seuls à ne pas avoir touché à nos taux d'intérêt, et ceci par souci d'accompagner la clientèle durant les moments difficiles. Et à la BUH, c'est toujours comme ça. Je peux vous donner un autre exemple. Et, en juillet dernier, la Banque centrale avait augmenté les taux directeurs, qui fait que les taux sur le crédit avaient considérablement augmenté aussi. OK? Et je peux dire que nous, on avait fait une légère augmentation, mais qui n'est pas comparable à ce que les autres avaient pratiqué. Que veut dire, et aussi, pour terminer, et aussi, lorsque la Banque centrale a diminué les taux directeurs en décembre dernier, on a réduit nos taux aussi.
Vous voyez? Donc, c'est-à-dire que vraiment, le souci principal pour nous à l'ABUH, c'est l'accompagnement de la clientèle et surtout dans les moments difficiles. Et c'est pour ça, justement, qu'il y a certaines mesures que nous, on ne prend pas. Comme, par exemple, aller augmenter les taux d'intérêt. Non, on a laissé à ce que c'était. Oui, mais on augmente de temps en temps, non? Bon, chaque année ou bien chaque 2 ans? Non, mais ça varie dépendamment des mesures prises par la Banque centrale. Ah, ok. Donc vous dépendez des caprices, je dirais, de la Banque centrale. Caprices, bon, des mesures. Des mesures. Des mesures prises par la Banque centrale. Merci. Et là, vous avez dit tantôt, si quelqu'un détient une autre carte, une carte d'une autre banque, il peut la jeter et venir faire l'expérience avec vous. Il peut la jeter. On est les premiers à offrir cette fonctionnalité en Haïti. On est les premiers dans la Caraïbe aussi. Donc, ça prouve que la BUH Mastercard, on est avant-gardiste. On avance avec la technologie afin d'offrir le plus d'outils maximum à notre clientèle. On est présent partout? On est présent partout. Cette information concerne aussi les gens de la province? Concerne quel que soit le détenteur de carte de crédit qui a accès à BUH Connect. L'accès à BUH Connect, est-ce que c'est la banque qui le donne aux clients? Oui, c'est la banque qui le donne aux clients et l'accès à BUH Connect permet d'accéder à tous les comptes en banque détenus, les comptes de prêt aussi, les cartes de crédit, les cartes prépayées, et permet de faire toute une série de transactions en ligne sans que le client ait besoin de se déplacer pour aller en banque. On m'a demandé de vous poser cette question, à savoir, est-ce qu'il y a des avantages Air Miles? On n'a pas d'avantage Air Miles, pas encore. Mais on a d'autres nouvelles. Je viendrai encore sur le point pour annoncer d'autres nouvelles d'ici peut-être le mois prochain et à propos de la carte de crédit. Eh bien, Madame l'évêque, merci. Vous avez un dernier mot? Merci à vous. Je veux dire à toute la clientèle que nous les attendons et nous avons beaucoup à offrir, beaucoup d'avantages, surtout en termes de accompagnement de la clientèle et contrôler alerte, des choses qui n'existent pas sur le marché pour le moment, mais que nous offrons à notre clientèle. Merci encore une fois et bonne année. Merci. Voilà, cette édition a été marathon et aujourd'hui, beaucoup d'invités pour le plaisir du public de Métropole. Alors, je reprends qu'on a eu Joël et Milena Sandler-Widmeyer à l'occasion du Festival international de jazz de Port-au-Prince qui débute du 18 et qui prendra fin le 25 janvier. Ensuite, on a eu Madame Cassandre Méhu et Ginette Pérodin-Mathurin qui ont remporté l'appel d'offres portant sur études et supervision de la reconstruction du Palais National au nom du consortium Racodeco Adjaye. Et enfin, Madame Arielle Lévesque de la BUH qui était avec nous. Merci encore une fois, Madame, Monsieur, de nous avoir suivis, de nous avoir accueillis. Passez une excellente journée avec Métropole et à demain. Lorsque l'actualité s'affole, suivez le point sur Métropole. Le point tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le point est une courtoisie de MSC Trading. MSC Trading, c'est plus pour moins. Et le plan épargne BNC, une assurance pour votre famille et vos employés.